Et si la prochaine grande crise européenne ne venait pas des chars ou des missiles, mais d'un simple train stoppé net à la frontière? Imaginez qu'un convoi de marchandises, immobilisé quelques heures seulement, suffise à faire vaciller la sécurité du continent tout entier. Ce scénario, loin d'être un fantasme, s'est matérialisé entre la Russie et la Lituanie, lors d'une confrontation tendue autour du transit vers Kaliningrad. Des documents confidentiels, révélés récemment, lèvent le voile sur la brutalité des échanges entre Moscou et Vilnius. Vladimir Poutine a lancé un ultimatum sans détour. La Lituanie avait moins de 24 heures pour lever tous les obstacles sur le passage des trains russes. Sinon, selon des sources proches du Kremlin, Moscou appliquerait des mesures irréversibles, susceptibles de menacer l'existence même de l'État lituanien. Pour prendre la mesure de la gravité de la situation, il faut comprendre que ces menaces n'avaient rien d'une simple gesticulation. Elles étaient accompagnées de mouvements de troupes, de déploiement de systèmes d'armes modernes et d'un climat de tension palpable, rappelant les heures les plus sombres de la guerre froide. L'histoire regorge de moments où des incidents ferroviaires ont déclenché des crises majeures. Pensons au blocus de Berlin en 1948, où la fermeture des accès terrestres à la ville par l'Union soviétique a failli provoquer un affrontement direct avec les alliés occidentaux. À ce moment précis, Vilnius, soutenu par l'Union européenne et l'OTAN, venait d'instaurer des règles strictes. Chaque train à destination de Kaliningrad devait passer des contrôles approfondis, rallongeant par 12 le temps d'attente à la frontière. Officiellement, il s'agissait de traquer les biens à double usage visés par les sanctions. Mais en réalité, il s'agissait d'un blocus déguisé, risquant d'étouffer l'enclave russe en quelques jours. Pour Moscou, ce n'était plus un simple différend technique. C'était un acte d'hostilité, une tentative de couper Kaliningrad du reste de la Russie. L'avertissement du Kremlin était limpide. Toute interruption du transit serait vue comme une ligne rouge franchie et justifierait l'emploi de tous les moyens, y compris militaires. Dans l'ombre, la panique a gagné les capitales européennes. Le chancelier allemand s'est retrouvé face à un dilemme historique. Presser Vilnius d'apaiser la Russie ou soutenir la Lituanie au risque d'une guerre en Baltique. Ce genre de choix rappelle la crise des missiles de Cuba en 1962, où la moindre erreur d'appréciation aurait pu mener à l'apocalypse nucléaire. Céder, c'était sacrifier la crédibilité de l'Occident. Tenir tête, c'était risquer l'escalade. L'enjeu dépassait largement le sort de Kaliningrad et de ses centaines de milliers d'habitants. Il s'agissait ni plus ni moins de la cohésion de l'Union européenne, de la crédibilité de l'OTAN et de l'équilibre de la paix européenne, suspendu à un train arrêté. Ce bras de fer n'était pas un simple litige douanier. En quelques heures, l'Europe a frôlé le précipice d'un conflit majeur, l'effondrement de ses alliances, la remise en cause de sa sécurité collective. Un banal convoi pouvait-il précipiter tout un continent dans l'instabilité? Pour saisir comment une question de transit ferroviaire est devenue une crise existentielle pour l'Europe, il faut revenir au tout début de l'affrontement. Revenons quelques semaines en arrière, à un moment où la tension commençait à monter entre Moscou et Vilnius. Un détail passé inaperçu allait bientôt déclencher une tempête diplomatique. Pourquoi Kaliningrad cristallise-t-elle aujourd'hui autant de tensions? Comment le simple transit vers cette enclave russe est-il devenu une arme géopolitique redoutable? Pour le comprendre, il faut d'abord saisir l'étrangeté de sa position. Kaliningrad, territoire russe coincé entre la Lituanie et la Pologne, est totalement isolé du reste de la Russie. Son approvisionnement en nourriture, énergie et biens vitaux dépend intégralement de routes et de voies ferrées traversant l'Union européenne, principalement via la Lituanie. Lorsque l'Union européenne et l'OTAN se sont élargies vers l'Est au début des années 2000, le transit vers Kaliningrad est devenu une question brûlante. Entre 2002 et 2004, Moscou et Bruxelles ont signé des accords décisifs. La Russie obtenait un droit de passage garanti, condition essentielle pour que la Lituanie puisse rejoindre l'Union européenne sans couper Kaliningrad du reste du pays. Mais l'équilibre était fragile. L'expansion de l'OTAN a transformé la région en zone de friction. Kaliningrad s'est militarisé au fil des ans, devenant une base avancée pour l'armée russe, à portée de plusieurs capitales européennes. Pour Moscou,
Toute entrave au transit est perçue comme une menace vitale, pouvant justifier une riposte brutale. Prenons un exemple concret. Lors d'un exercice militaire en 2018, la Russie a déployé des missiles Iskander à Kaliningrad, capables d'atteindre Berlin en moins de 10 minutes. Cette démonstration de force avait déjà envoyé un message clair aux voisins européens. La région est un pivot stratégique, un véritable baril de poudre géopolitique. Récemment, la tension est montée d'un cran. Sous couvert de sanctions européennes, la Lituanie a imposé de nouveaux contrôles. Désormais, un train ou un camion russe pouvait patienter plus de 2 journées à la frontière, contre quelques heures auparavant. Officiellement, il s'agissait d'éviter que des marchandises interdites contournent les sanctions. Mais en pratique, cela risquait d'étouffer Kaliningrad, voire de créer une crise humanitaire. Pour donner une idée de l'ampleur, imaginez une ville comme Strasbourg, soudain coupée de tout approvisionnement extérieur, dépendante exclusivement de ses voisins pour survivre. Il suffirait que le transit soit ralenti de 24 à 48 heures pour que les rayons des supermarchés se vident, que les stations-service soient à sec et que la colère gronde dans la population. La Russie a réagi avec une fermeté rare, dénonçant ce qu'elle considère comme une agression directe. Derrière ces affrontements techniques se cache un enjeu beaucoup plus large, la stabilité de toute la région baltique et l'équilibre stratégique européen. Si le transit s'arrête, ce n'est pas seulement Kaliningrad qui suffoque, c'est tout l'édifice sécuritaire du continent qui chancelle. Mais comment la Russie a-t-elle riposté à ce défi ? Et jusqu'où Moscou est-elle prête à aller pour briser le blocus de son enclave ? Un blocus implacable, des troupes en alerte maximale et l'Europe au bord d'un gouffre diplomatique. À l'aube, Vilnius maintient fermement ses nouveaux contrôles sur le transit vers Kaliningrad. Moscou, elle, ne laisse aucune place au doute. Vladimir Poutine lance un ultimatum inédit à la Lituanie, exigeant la levée immédiate de toutes les restrictions. La menace est claire, une action militaire susceptible d'effacer la Lituanie de la carte. À peine l'ultimatum russe tombé, la tension grimpe d'un cran. L'armée russe massée près des frontières, des convois blindés et des lanceurs de missiles balistiques se déploient sur les routes menant à Kaliningrad. À la télévision officielle, les images s'enchaînent. Batteries anti-aériennes dernier cri, troupes en mouvement, ciel saturé de menaces. La frontière se transforme en zone de confrontation potentielle, chaque minute accroît la peur d'un dérapage. Pour illustrer le climat, rappelons la crise de Suez en 1956, où le blocus du canal a failli dégénérer en conflit mondial. Là encore, ce sont des infrastructures de transport qui ont servi de levier pour agir sur l'échiquier mondial. Au Kremlin, l'état-major s'active. Ministre de la Défense, du Renseignement et des Affaires étrangères dresse la liste froide des options pour briser le blocus. L'intervention armée n'est plus une hypothèse. Ouverture d'un corridor, encerclement, voire assaut direct contre la Lituanie. Chaque scénario est étudié avec minutie. La guerre semble prête à éclater au moindre faux pas. À Bruxelles, la stupeur s'empare des décideurs. Les capitales européennes réalisent brutalement l'ampleur du défi posé par Moscou. D'un côté, la défense de la Lituanie est gravée dans les traités de l'OTAN. De l'autre, la perspective d'un affrontement direct avec la Russie, qui détient l'avantage militaire régional, glace le sang des décideurs. Les réunions de crise se succèdent, les lignes se tendent, mais le doute l'emporte. À Berlin, la pression devient insoutenable. Le chancelier allemand, pris entre devoir de solidarité et crainte de l'escalade, téléphone à Vilnius et laisse entendre que le soutien à la Lituanie pourrait s'arrêter si elle persiste. Ce signal trouble résonne comme un coup de tonnerre. La Lituanie, isolée, doit choisir entre résister et tout perdre, ou céder et survivre. En quelques heures, l'axe de la solidarité européenne vacille dangereusement. Le spectre d'une guerre Russie-OTAN, inimaginable depuis la fin de la guerre froide, devient brutalement plausible. Derrière les portes closes, la confiance entre alliés s'effrite. Chacun évalue désormais le prix réel de la sécurité collective face au chantage militaire. La crédibilité stratégique de l'Europe vacille sous les yeux du monde. La crise atteint son point de rupture. La Lituanie cède et rouvre le transit, préférant l'humiliation à la destruction.
Mais dans les chancelleries, nul ne se félicite. Chacun sent que, désormais, Moscou a redessiné les règles, et que le coup de cette soumission ne fait que commencer à se révéler. Mais au-delà de la capitulation lituanienne, une question brûle toutes les lèvres. Jusqu'où la Russie est-elle prête à aller pour imposer sa volonté en Europe? Et l'Occident, désormais ébranlé, saura-t-il encore répondre aux défis à venir? Quand le tumulte retombe, la scène n'est que ruine diplomatique et réalité bouleversée. En Lituanie, le verdict tombe sans appel. Les nouvelles règles de transit vers Kaliningrad sont suspendues. Pour Vilnius, c'est un électrochoc. La population, sidérée, voit son gouvernement reculer après avoir promis de tenir tête à Moscou la veille encore. Le mot « capitulation » se répand dans les rues et sur les plateaux télévisés, ternissant la légitimité des dirigeants. Le sentiment d'impuissance s'installe, aussi cinglant que la décision elle-même. Côté russe, l'annonce est saluée comme une victoire éclatante. Moscou obtient non seulement la levée des restrictions, mais aussi des garanties écrites sur le transit. Plus grave encore, des équipes russes de surveillance foulent désormais le sol lituanien, incarnant une perte symbolique de souveraineté pour Vilnius. À Tallinn, Riga et Varsovie, la colère monte. Les alliés baltes et polonais se sentent abandonnés. Pour eux, l'Union européenne et l'OTAN ont cédé sous la menace, sacrifiant la Lituanie. Au Parlement estonien, on alerte sur un précédent dangereux. À Varsovie, des voix s'élèvent pour réclamer des garanties de défense accrues. À Vilnius, la crise politique enfle d'heure en heure. L'opposition exige la démission du gouvernement, accusé d'avoir cédé sans consulter le Parlement ni avertir des risques. Devant les ministères, des manifestants réclament des comptes, tandis que les partisans du pouvoir insistent, il n'y avait aucune alternative sous la pression russe. Sur les réseaux, la société se fracture. Faut-il remercier les Alliés d'avoir évité la guerre ou leur reprocher d'avoir lâché la Lituanie? Pour le monde économique, le choc est rude. La confiance dans les routes alternatives s'effondre, et les échanges commerciaux avec Kaliningrad entrent en hibernation. Certains redoutent une dépendance accrue à Moscou, d'autres craignent l'isolement de la région balte au sein même de l'Union européenne. Au final, la crise révèle une vérité glaçante. La Lituanie a perdu une part de sa souveraineté. La défiance envers Bruxelles et Washington atteint des niveaux inédits, tandis que le spectre du populisme et de l'instabilité politique ressurgit à l'Est. Pourtant, c'est bien le Kremlin qui sort grandi, imposant sa volonté par la force et l'intimidation. Des questions brûlantes restent en suspens pour l'Europe. Jusqu'où ira l'isolement de ses membres les plus vulnérables? L'équilibre des puissances a basculé, et jamais la fragilité du continent n'a été aussi crue. À l'heure où les diplomates s'activent en coulisses, le sentiment d'urgence traverse l'Europe. Chacun sait que la prochaine crise pourrait être encore plus brutale. Et si ce choc n'était que le premier soubresaut d'un engrenage impossible à arrêter? L'affaire du transit vers Kaliningrad ne se limite plus à un duel entre Moscou et Vilnius. Elle dévoile une faille béante dans la sécurité européenne, un point de rupture insoupçonné. L'illusion d'une dissuasion automatique par l'OTAN s'est effondrée. Malgré les promesses solennelles, la Russie a prouvé qu'elle pouvait imposer ses règles dès que ces fameuses lignes rouges sont franchies. Ce n'est plus la négociation qui prime, mais la menace brute, l'escalade militaire en arrière-plan. Sous cette pression, les textes fondateurs vacillent. Les accords censés garantir la stabilité se révèlent impuissants face à la volonté de puissance. L'édifice de sécurité collective, si patiemment érigé depuis la fin de la guerre froide, se lézarde sous un seul ultimatum, soutenu par une posture militaire crédible. Ce bouleversement ne reste pas abstrait. Il frappe déjà l'économie réelle. Les coûts logistiques flambent. Les délais de transport sont multipliés par 12 sur certains axes. Les investisseurs prennent la fuite. D'innombrables capitaux quittent la Baltique. La crainte de l'incertitude et du blocage des échanges s'installe. Les chaînes d'approvisionnement, déjà fragilisées par d'autres secousses, menacent de rompre à nouveau. Prenons un exemple. Une entreprise allemande de pièces automobiles, dépendante des livraisons passant par la Lituanie, a vu ses délais de production allongés de plusieurs semaines, menaçant des centaines d'emplois. Une compagnie de logistique italienne,
qui assurait le transit vers les pays baltes, a dû suspendre ses opérations, faute de garantie sur la sécurité des marchandises. La dépendance logistique apparaît comme une vulnérabilité stratégique capitale. Croire qu'une poignée de corridors ou la solidarité européenne suffiront toujours, c'est s'exposer à un risque existentiel. L'Europe découvre qu'elle ne peut plus négliger ses failles. Pour sortir de cette impasse, il existe des pistes concrètes. Premièrement, investir massivement dans la diversification des routes, développer les liaisons maritimes, renforcer les capacités des ports baltes, moderniser les infrastructures ferroviaires alternatives. Deuxièmement, mettre sur pied des stocks de sécurité pour les biens stratégiques afin d'assurer la résilience en cas de crise. Troisièmement, instaurer des mécanismes de coordination d'urgence entre les États membres capables de réagir en quelques heures à une menace sur les flux logistiques. Historiquement, les crises de transit ont souvent été le déclencheur de grandes mutations. Le pont aérien de Berlin, en 1948, a montré que la solidarité et l'innovation pouvaient triompher du blocus. Aujourd'hui, l'Europe doit retrouver cette capacité d'adaptation et d'anticipation. Désormais, il faut d'urgence diversifier les accès, refonder la sécurité collective et imaginer des politiques adaptées à l'ère de l'incertitude. Reporter les choix cruciaux ou miser sur de simples calculs politiques, c'est mettre en jeu l'avenir du continent lui-même. La vigilance face aux dépendances logistiques doit devenir une priorité, aussi vitale que la défense militaire ou l'unité diplomatique. Car fermer les yeux sur ces signaux, c'est accepter que la prochaine crise ne soit plus un simple avertissement, mais le seuil de l'irréversible. Mais ce bouleversement n'est pas un cas isolé. Il révèle une tendance plus large qui secoue déjà la carte géopolitique européenne. D'autres fissures, moins visibles, menacent de s'élargir à leur tour. Prenons par exemple la question de l'énergie. La dépendance au gaz russe a déjà plongé l'Europe dans une crise inédite en 2022. La volatilité des marchés alimentaires, liée à la guerre en Ukraine, a montré que la sécurité ne se limite pas aux frontières physiques, mais s'étend aux flux invisibles de marchandises et d'énergie. L'Europe de demain se décidera autant sur des rails, dans des ports, qu'au cœur et à l'esprit de ses citoyens. La crise du transit à Kaliningrad n'est pas une simple querelle frontalière. C'est un avertissement. Elle expose la fragilité nouvelle de la sécurité européenne, que l'on pensait acquise depuis la chute du mur. Quand un couloir ferroviaire ou une voie maritime se transforme en prétexte à des menaces nucléaires, c'est l'équilibre de tout un continent qui vacille. La Russie a imposé sa volonté par la force, reléguant la diplomatie au second plan. Vilnius, sous pression, a dû plier. Moscou a dicté ses exigences, menaçant de représailles d'une ampleur inédite. Ce bras de fer dévoile les limites de la solidarité occidentale, fragilisée dès qu'un adversaire ose la confrontation directe. La Lituanie, isolée, n'a pas pu résister. L'OTAN et ses alliés ont préféré reculer, misant sur la désescalade plutôt que l'affrontement. Mais à quel prix? L'épisode révèle une faiblesse structurelle. L'Europe n'a pas de stratégie unifiée face à une Russie prête à franchir tous les seuils pour défendre ses intérêts. Pour chaque Européen, l'enjeu est immense. La sécurité collective, la liberté de circulation, la stabilité économique et la préservation de la paix sont désormais soumises à la loi du plus fort, où la dissuasion nucléaire surpasse les principes et le droit. Fermer les yeux sur cette mutation reviendrait à accepter que la sécurité et l'autonomie européenne restent sous la menace d'un nouvel ultimatum. L'aveuglement n'est plus une option. S'informer, débattre, interpeller nos dirigeants pour des réponses à la hauteur du danger, c'est un devoir démocratique. Ce qui s'est joué à Kaliningrad aujourd'hui pourrait bien se répéter, ailleurs, demain, dans d'autres couloirs stratégiques. La crise du transit n'est pas un épisode isolé. C'est un point de bascule. Elle oblige à regarder en face cette nouvelle réalité géopolitique, à interroger la solidité de nos alliances et à redéfinir la notion même de sécurité commune. Chacun de nous détient une part de responsabilité. Refuser l'inertie, exiger la lucidité, peser sur les choix stratégiques. L'avenir de l'Europe ne s'écrit plus seulement dans les chancelleries ou les états-majors. Il dépend aussi de la prise de conscience de chaque citoyen, de notre capacité à comprendre les enjeux et à agir ensemble pour préserver notre liberté.
Face à ces défis, il devient crucial de renforcer l'éducation aux enjeux géopolitiques dès l'école, d'encourager la participation citoyenne aux débats stratégiques et de promouvoir une culture de la résilience collective. À chaque crise, l'Europe doit tirer des leçons et bâtir des outils pour mieux anticiper la suivante. Pour agir concrètement, chaque citoyen peut s'informer grâce à des sources fiables, participer aux consultations publiques sur la stratégie européenne, soutenir les initiatives de dialogue entre peuples et interpeller ses représentants sur les choix de sécurité. Les entreprises, quant à elles, peuvent investir dans la sécurisation de leur chaîne d'approvisionnement, développer des plans de continuité et diversifier leurs partenaires. En regardant vers l'avenir, il est indispensable d'imaginer une Europe capable de parler d'une seule voix, de s'adapter aux chocs et de défendre sa souveraineté logistique autant que militaire. Car la prochaine crise n'attendra pas. Elle surgira peut-être d'un train, d'un pipeline ou d'un port, là où l'on s'y attend le moins. C'est à ce prix que l'Europe pourra transformer ses vulnérabilités en force et préserver la liberté et la sécurité de ses citoyens. À chacun d'y prendre sa part, car l'histoire, elle, ne s'arrête jamais à un train arrêté.